Au sommaire, l'avis partiellement favorable de la Cour d'appel de Versailles à la demande d'extradition de Madiambal Diagne, une décision justifiée par la prescription de certains faits visés dans le mandat d'arrêt international et la demande d'extradition. Les avocats de l'homme d'affaires parlent de demi-victoire. À suivre également l'éclairage d'un juriste. Dans l'affaire des 18 supporters arrêtés et condamnés au Maroc, le délai de recours expire ce mardi 3 mars. Pour l'instant, aucune des parties n'a fait appel du verdict, ce qui ouvre la voie à une éventuelle solution diplomatique. Également dans ce journal, nous parlerons du démarrage du contrôle technique des véhicules de transport en commun de 12 à 19 passagers, une opération qui ne fait pas l'unanimité chez les transporteurs. Et puis à la fin de cette édition, le journal du Ramadan. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Versailles a donc prononcé son avis sur la demande d'extradition introduite par le gouvernement du Sénégal à l'encontre de Madiambal Diagne. Un avis partiellement favorable, ce qui fait dire au patron du groupe Avenir Communication et à ses avocats qu'il s'agit d'une demi-victoire. Toutefois, ils annoncent que le combat judiciaire va se poursuivre avec l'introduction d'un pourvoi en cassation. Quant à la Cour d'appel de Versailles, elle s'est expliquée sur cette décision. Fama John. Dans un communiqué, la Cour d'appel de Versailles donne les raisons de la décision rendue ce 3 mars. D'emblée, la Cour évoque une prescription partielle d'une partie des faits visés. La juridiction a retenu que certains des faits transmis par Dakar, écartant les autres accusations jugées non recevables en l'état. Maître Vincent Brengard, avocat de Madiambal Diagne, parle d'une décision contestée et annonce un pourvoi en cassation. Nous n'avons pas été entièrement suivis dans notre argumentation et nous ne comprenons pas les raisons pour lesquelles la Chambre de l'instruction n'est pas allée jusqu'au bout du raisonnement, parce qu'elle a estimé que pour une partie des faits, la demande n'était pas fondée et pour une autre, qu'elle l'était. Nous, c'est une décision que nous contestons et bien évidemment que nous sommes décidés à aller jusqu'au bout des voies de procédure, puisque nous allons faire former un pourvoi en cassation contre cet arrêt que vient de rendre la Chambre d'instruction, mais qui n'est pas non plus, et je le redis, une victoire pour les autorités sénégalaises, parce que la justice française reconnaît que la demande qui a été faite n'est pas entièrement bien fondée, mais on attendait plus de la part de la Chambre d'instruction. Le mis en cause, Madiambal Diagne, lui, parle d'une décision inédite. Une nouvelle bataille judiciaire vient de démarrer. Parce qu'une demande d'extradition, on y satisfait ou on n'y satisfait pas. Mais dire que nous coupons la poire en deux ans, on est partiellement pour un avis favorable, ça pose un problème de droit ou de pratique judiciaire que mes avocats ont relevé. Les faits reprochés à Madiambal Diagne découlent d'une procédure ouverte à la suite d'un rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières. Les accusations visées sont des faits présumés d'escroquerie, d'association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux portant sur des deniers publics commis dans le cadre d'une activité professionnelle. La procédure d'extradition de Madiambal Diagne est très loin de connaître son épilogue selon le juriste El Amat Thiam. Il annonce une procédure administrative après épuisement de celle judiciaire, suivant ses explications au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. L'État du Sénégal avait demandé à l'État français de le remettre un de ses fils qui a commis des infractions sur le territoire sénégalais, mais qui a pris la fuite. Maintenant, elle s'est retrouvée sur le territoire français. Et le Sénégal a lancé la procédure d'extradition sur, par exemple, 5 infractions. Le juge français, après avoir examiné le dossier, c'est-à-dire la Cour d'appel de Versailles, la Chambre d'instruction, a constaté que sur les 5 infractions visées par l'État du Sénégal, je peux accepter les 2 sur l'extradition. Et les 3, je refuse. C'est ça qu'on appelle l'extradition partielle pour être concret. Actuellement, à l'état actuel de la procédure, on peut dire que la marche sur le plan judiciaire, à l'état actuel de la procédure, le Sénégal a gagné la marche parce qu'il voulait laisser l'extradition. Et Madiambal Diagne aujourd'hui, à 70%, on peut dire que l'État du Sénégal a eu gain de cause sur Madiambal Diagne. Maintenant, M. Madiambal Diagne et ses avocats, naturellement, peuvent faire ce pourvoi en cassation, c'est-à-dire attaquer la décision rendue par la Cour d'appel de Versailles, l'arrêt, c'est-à-dire à compter, ils ont 5 jours à compter de la notification de l'arrêt, c'est-à-dire pour ce pouvoir en cassation. Et la Cour de cassation va examiner, ne va pas revenir sur les faits, il va tout simplement examiner la procédure et le droit de forme et le droit de fond, c'est-à-dire pour voir est-ce que la procédure a été respectée par le juge de la Cour d'appel de Versailles et aussi est-ce que le droit de fond a été effectivement appliqué.
C'est-à-dire la Cour de pression est un juge de droit et non un juge d'affaires. Il y a ce qu'on appelle aussi le volet administratif. Le volet administratif, ce qu'on appelle, c'est le décret que va prendre le Premier ministre français pour donner son accord d'extrader Madiambal Diagne. Mais aussi, il faut attendre. Si le Premier ministre refuse de ce décret-là, Madiambal Diagne ne sera pas extradé. Parce qu'après la volet judiciaire, c'est le volet administratif. Si l'autorité administrative, en l'occurrence le Premier ministre français, refuse de décerner ce décret d'extradition, il ne sera pas extradé. Et Madiambal Diagne aussi, dans le cas de figure où le Premier ministre donnerait son accord de principe pour que Madiambal Diagne soit extradé, il peut aussi attaquer ce même décret devant le Conseil d'État et même devant la Cour européenne des droits de l'homme. Venons-en maintenant à la situation des 18 supporters sénégalais arrêtés lors de la finale de la CAN au Maroc et condamnés à des peines allant de 3 à 12 mois devant le tribunal de grande instance de Rabat. C'est ce mardi qu'expire le délai de 10 jours pour introduire un éventuel recours. Mais à ce jour, ni le parquet du TGI de Rabat, encore moins la défense n'ont fait appel. Passé ce délai, une solution diplomatique pourrait être envisagée. Anna Rocha. Un peu plus de 10 jours se sont écoulés depuis le verdict du tribunal de grande instance de Rabat. Le délai pour faire appel de la décision s'épuise aujourd'hui et selon nos informations d'ailleurs, il n'y a pas de volonté affichée de déposer un recours car celui-ci est suspensif. En d'autres termes, il peut retarder une éventuelle grâce royale. Or aujourd'hui, les chances de voir les 18 supporters condamnés au Maroc sortir plus tôt que prévu par leur peine reposent exclusivement sur cette prérogative du roi du Maroc, Mohamed VI, et le travail diplomatique. Pour le moment, aucune des deux parties n'a fait appel, ni les avocats de la défense, ni le procureur du roi. Après avoir durci le ton un moment, les autorités sénégalaises jouent maintenant la carte de l'apaisement. Nous avons eu écho d'échanges officiels à ce propos pour lancer la procédure. Le président de la commission juridique du comité de supporters de l'ASC Les Bougui confirme par ailleurs au bout du fil ce matin qu'une demande de grâce est rédigée. Mais tout le monde reste suspendu à un certificat de non-appel. Pour rappel, les supporters arrêtés lors de la finale de la CAN ont été condamnés le 19 février dernier entre 3 mois et 1 an de prison ferme. RFM, la radio de toute l'actualité. Les opérations de contrôle technique des minicars de 12 places ont démarré ce matin. Elles vont se poursuivre jusqu'au 3 mai prochain, d'après le ministre des Transports, Yankhoba Diémé, qui a déclaré ce matin qu'aucune dérogation ne sera accordée aux retardataires. Il s'est rendu en effet au centre de contrôle technique de Hann ce mardi. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. En tout cas, on s'achemine vers des perturbations du secteur du transport. Les syndicats des transporteurs ont déposé un préavis de grève sur la table de la tutelle. Ces acteurs dénoncent les multiples maux dont souffre leur secteur et l'inertie des autorités par rapport aux problèmes posés par les transporteurs qui s'opposent d'ailleurs à la visite technique systématique imposée aux véhicules de transport en commun de 12 à 19 places, en particulier les Cherou Charifou. Pierre Mbahan Gomis, membre du cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal, au micro de Ndeye Matidien. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe dans le secteur des transports routiers et des menaces qui sont opérées par nous, syndicalistes, allant dans le sens de vouloir aller en grève, Inch'Allah, si concertation il n'y a pas, si on n'arrive pas à un terrain d'entente. Et je pense que j'interpelle directement le président de la République du Sénégal, M. Diomaye Diakhar Faye. J'interpelle également le Premier ministre Ousmane Sonko. J'interpelle également le ministre des Transports, des Infrastructures et du Désenclavement, M. Yankhoba Diémé. Nous sommes des citoyens au même titre que tout le monde. Nous également sommes des travailleurs appartenant au secteur des transports routiers. Le secteur des transports routiers, on dirait que c'est un secteur qui est orphelin, qui n'a pas ni de papa ni de maman. Or, si nous avons un président, nous avons un premier ministre, nous avons un gouvernement, nous avons un ministre des Transports. Nous lançons un appel solennel au président de la République pour qu'il soit plus ouvert et son gouvernement et son ministre pour qu'on privilégie le dialogue. Nous ne sommes pas des ennemis et nous ne le serons jamais. Nous ne sommes pas des adversaires. On a déposé sur la table du ministre un préavis de grève. Les motifs, ce sont des difficultés liées au transport que personne n'ignore. Ce qui nous a surpris, qui est une première depuis que nous sommes là au Sénégal, depuis que nous sommes acteurs du transport, depuis que nous sommes responsables, c'est de pouvoir faire un lot pour dire que tous les
véhicules qui sont adressés dans les différentes régions du Sénégal seront obligés d'aller à Dakar pour faire la visite et la contre-visite. Et ça, c'est une nouveauté que nous déplorons. À 12h11, allons à Mbacké pour parler du sit-in des enseignants devant l'inspection d'académie. L'intersyndicale dénonce ce qu'elle qualifie de négligence des autorités face à ces revendications, notamment les lenteurs administratives, la surimposition et des ponctions abusives sur les salaires. Les syndicalistes ont d'ailleurs décidé de saisir l'Organisation internationale du travail. Mamadou Bayodem, porte-parole de la section locale de l'intersyndicale à Mbacké avec Pape Mbaye Diao. Je dis que le mouvement est très bien suivi dans le département de Mbacké. Vous savez déjà les raisons pour lesquelles nous sommes en grève. Donc d'abord, le problème de la surimposition sur les rappels d'intégration, de validation et d'avancement. L'autre problème, c'est le problème des décisionnaires. Donc nous avons constaté tous que les décisionnaires, après la retraite, ils vivent dans la misère totale. Donc ce n'est pas du tout sérieux. L'État, je pense bel et bien que l'État doit corriger. Parce qu'il y a certains enseignants qui sont devenus décisionnaires, ce n'est pas de leur propre gré, mais c'est de la faute de l'État du Sénégal. Je pense bel et bien qu'ils doivent essayer de rectifier le tir. Ils ont même eu à signer deux décrets. Mais ces décrets-là concernent une infime partie des décisionnaires. Il y a par exemple des enseignants qui n'avancent pas. Il faut que l'État corrige le plus rapidement possible. Nous avons constaté qu'il y a des enseignants qui subissent des coupures au niveau des finances et ils ne parviennent pas à rentrer dans leurs fonds. Les collègues vont se radicaliser davantage. Ils ont le droit de ponctionner les salaires, mais ce n'est pas d'une manière abusive, d'une manière sauvage. Parce que nous avons constaté que les enseignants ont subi des ponctions qui sont très exagérées. Des ponctions allant de 60 000 à 200 et quelques mille sur un salaire d'un fonctionnaire, c'est du n'importe quoi. Ils sont en train de saboter. Nous allons porter plainte, donc ils vont rembourser. Ils sont obligés de rembourser les ponctions abusives qu'ils ont prises sur les salaires des enseignants. Surtout la surimposition sur les rappels. Ils doivent rembourser toutes ces sommes-là. Toujours au sujet de ces ponctions sur les salaires des enseignants, la sous-section syndicale du SAEMS à Thiaroye estime que c'est un vol. Ces enseignants membres du G7 dénoncent par la même occasion les propos du Premier ministre concernant leur mouvement de grève. Un 6e plan d'action est en vue dès la semaine prochaine. Écoutons Cheikh Moussa Sall, trésorier général du SAEMS avec Aminata Bar. On a entendu un Premier ministre qui a tenté de diaboliser les enseignants comme si, en parlant de questions nouvelles ou de questions émergentes, alors que tout le monde sait qu'aujourd'hui, ce que nous revendiquons nous en tant que G7, il n'y a pas de questions nouvelles, c'est tout simplement ce qu'on appelle le respect du protocole de 2022, ce qu'on appelle le passif social. Et sur ce passif social-là, il y a des questions sur lesquelles le gouvernement refuse de se prononcer depuis quand même qu'il est là. Et malgré les différents plans d'action, malgré les alertes, ces 2 plans d'action donc de ce qu'on appelle d'alerte. Et depuis lors, on a vu le mutisme du gouvernement, tentative de sabotage aussi qui a eu lieu sur ce soi-disant ce qu'on appelle ponction qui n'est rien d'autre qu'un vol organisé tout simplement par le gouvernement en place. Ces ponctions ne respectent aucune base légale, ni un décret, ni une loi. D'autant plus que sur ces ponctions, quand on voit qu'il y a des enseignants qui n'ont jamais eu à observer un plan d'action, se sont vus en tout cas ponctionnés. D'autres qui sont même plus dans les classes depuis des mois parce que soit ils sont en congé maladie ou bien en congé de maternité, ont été ponctionnés. Pendant ce temps-là, ils réfutent carrément le fait qu'il y a une inéquité salariale. Il y a aujourd'hui une surimposition sur le rappel des salaires. On nous parle quand même de moyens ou de manque de moyens, mais les fonds communs existent encore. Si on doit serrer la ceinture, tout le monde doit serrer la ceinture. Au moment où nous parlons, c'est le 5e plan d'action qui encore est en train de dérouler, qui va jusqu'au vendredi prochain avec une grève générale. Mais dès la semaine prochaine, donc le 6e plan d'action, ou des journées écoles mortes, naturellement, pour répondre vraiment à cette tentative de menace et cette tentative de diabolisation donc, dont sont victimes les enseignants. Autre secteur, autre localité, mais le même mécontentement avec le mot d'ordre de manifestation des maraîchers. Ils ont décidé de débarquer jeudi avec leurs produits qu'ils comptent déverser devant le ministère du Commerce. Un acte pour dénoncer l'attitude des autorités qui, disent-ils, de façon délibérée, ont laissé les agrobusiness inonder le marché avec la pomme de terre importée. Les maraîchers, très en colère, ont annoncé le boycott de toutes les réunions de l'Agence de régulation des marchés. Charanta Diop. Trop, c'est trop, semble dire ces producteurs de pommes de terre de la zone des Niayes. Ils ont décidé au cours d'une rencontre
en auto d'aller déverser à Dakar leurs produits en souffrance. Mbaye Ndoye, porte-parole du jour, cadre de concertation des maraîchers du Sénégal. Puisque nous ne pouvons pas vendre nos produits, nous allons collecter ces produits, le verser au niveau de Dakar. Puisqu'on ne peut pas le vendre, on est obligé de le déverser. Pour prendre l'exemple de la France, nous avons pris la décision de le faire, s'il plaît au bon Dieu, le jeudi prochain. Il dénonce aussi la concurrence déloyale menée par les agrobusiness. Il y en a des agrobusiness qui transportent la production jusqu'à Dakar et ils le vendent le sac à 5 000 francs. Alors que nous, si nous faisons notre compte d'exploitation, ça tourne autour de 260 francs. Si aujourd'hui nous parvenons à vendre un deçà de 5 000 francs, vous voyez ce que ça peut faire. Cela n'a pas été dit au niveau des prix conseillés. Nous rencontre que nous tenons au niveau de l'AREM. Ces producteurs de la zone des Niayes ont pris aussi la décision de boycotter toutes les activités de l'Agence de régulation des marchés pour traiter directement avec le ministre du Commerce et de l'Industrie. Le mot d'ordre que nous avons lancé pour tous les producteurs de la zone des Niayes, nous avons décidé de ne plus participer aux réunions organisées par l'ARM. Nous demandons à ce que les réunions puissent se tenir au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie. En tout cas, dans la zone des Niayes, les difficultés des producteurs persistent du fait, disent-ils, de la non-organisation du marché. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Avant de boucler la première partie de cette édition, revenons sur les opérations de contrôle technique des minicars de 12 à 19 places qui ont démarré ce matin. Elles vont se poursuivre jusqu'au 3 mai prochain, d'après le ministre des Transports, Yankhoba Diémé, qui déclare qu'aucune dérogation ne sera accordée aux retardataires. Il s'est rendu au centre de contrôle technique de Anne. Écoutons Yankhoba Diémé au micro de Pape Ibrahima Ndiaye. L'opération de rappel des véhicules minicars de 12 à 19 places sur toute l'étendue du territoire rappelle pour qu'ils subissent ici une visite technique approfondie, pour ne pas dire appropriée. Suite au constat que nous avons fait ensemble de la forte implication de ces types de véhicules nouvellement constatés de façon particulièrement inacceptable dans les accidents de la circulation qui sont pour la plupart mortels. Je rappelle que cette décision que nous avons prise après nous être concertés avec l'ensemble des syndicats, cette décision que nous avons prise, sachant que nous aurions pu aller outre ou faire indépendamment de cela, puisqu'il s'agit d'une question de sécurité. Cette décision qui a été validée au plus haut niveau en Conseil des ministres, parce que je l'ai présentée au président de la République, au Premier ministre. Cette décision aujourd'hui qui a été partagée à l'Assemblée nationale suite à l'interpellation des députés, c'est bien une décision qui doit avoir un fort impact sur la sécurité routière, particulièrement constatée, dont l'impact a particulièrement été constaté dans le cadre des transports interurbains. J'ai trouvé quelques chauffeurs avec qui j'ai pu m'entretenir et qui ont compris que ce rappel est une fois à Dakar, une fois le constat fait, une fois la visite technique faite, à travers ce rappel, les véhicules vont continuer à faire leur visite technique dans les régions où ils sont immatriculés. Ensuite, je dois rappeler qu'on aurait pu attendre les prochains 6 mois de visite technique du véhicule, sachant que chacun des véhicules ici rappelé est tenu de passer en visite technique tous les 6 mois, quel que soit son âge, même un véhicule qui date de 2 mois. Donc qu'on ait fait ce rappel de 2 mois ou pas, dans tous les cas, on allait faire le dispositif lorsque ces véhicules-là allaient passer en visite technique. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Mohamed Ali-Mouba. Bonjour. Bonjour Suleiman, bonjour à tous. La guerre Iran-USA-Israël, 4e jour de conflit. Oui, Israël qui annonce mener des frappes simultanées à Téhéran et à Beyrouth. Washington appelle pour sa part ses ressortissants dans presque tout le Moyen-Orient à partir maintenant. Alors, on le voit, la guerre s'intensifie dans la sous-région. Vers quoi s'achemine-t-on? Israël et les États-Unis vont-ils faire chuter le régime des Mollahs et redessiner le Moyen-Orient? La réponse du professeur Babacar Samb, enseignant-chercheur à l'UQAD au département d'arabe, spécialiste du Moyen-Orient. Ce conflit va prendre des proportions qui vont dépasser l'Iran. Il l'a dépassé d'abord avec les lancements de missiles sur les pays du Golfe, et que aussi le Yémen risque d'entrer donc dans la guerre. Il y a aujourd'hui des bombardements d'Israël contre la présidence de l'Iran et le Conseil de sécurité, qui fait qu'actuellement, on n'est pas du tout dans les dispositions de la baisse de tension, mais plutôt donc la décision ferme
donc de la coalition américano-israélienne de continuer la guerre, quel que soit le prix. Mais l'objectif qui est visé, c'est il y a le nucléaire, bien entendu, qui était négociable. Il était en train de négocier. George Bush avait essayé déjà avec ce qu'il appelait le Grand Moyen-Orient, qui incluait d'ailleurs aussi bien le Moyen-Orient que le Maghreb. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est en cours de conception, c'est de revoir la carte du Moyen-Orient. Le seul pays qui peut résister aux États-Unis et à Israël, qui est l'Iran, soit neutralisé et avec leur allié yéménite. Je crois que ça c'est leur objectif. Tant que la guerre reste une guerre aérienne et parfois même maritime, je ne pense pas que le régime va tomber comme ça. La voie est ouverte pour la succession de Guterres, apparemment. Oui, la succession de Guterres qui est donc ouverte aux Nations Unies. Oui, le mandat de l'actuel secrétaire général de l'ONU se termine le 31 décembre prochain, vous le savez. La procédure de succession est en cours. Le président Macky Sall a répondu naturellement à l'appel à la candidature des noms comme Michelle Bachelet, Rebecca Griezmann ou encore Amina Mohamed circulent. Alors, Suleiman, la candidature de Macky Sall, ses chances, elle reste intacte selon le professeur Ousmane Sène, directeur du WARC, spécialiste des relations internationales. La candidature du président Sall est de bonne loi. Et je crois que, quoi qu'il en soit, quelles que soient par ailleurs nos relations avec le président Macky Sall, je crois qu'un Sénégalais postule et que cette demande-là soit agréée et acceptée par l'Union africaine, parce que le Burundi, quand même, est le président en exercice de l'Union africaine. Mais à partir de ce moment, je crois que c'est un développement dont il faudrait se féliciter. Bon, j'entends d'autres voix, il est vrai, mais c'est des voix qui s'arc-boutent sur un certain Macky Sall, président. Et de toute façon, leur lecture de la situation n'est pas partagée par tout le monde. Moi, personne ne peut me convaincre que tout ce qui s'est passé entre 2020, 2021 et 2022, c'est Macky Sall qui a fait ça tout seul. Après tout, il avait des gens devant lui et ces gens-là étaient tout aussi menaçants ou plus menaçants. On a entendu quand même certaines choses qui se disaient à l'époque. Et je vous dis, la raison d'État voudrait que chaque fois qu'il y a des situations compliquées, que l'État lui-même prenne ses responsabilités, passe pour que quand même la paix et l'ordre reviennent. Je crois que même ceux qui sont au pouvoir actuellement ont eu à le faire avec certains développements sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop. Donc ça, c'est, je crois, l'obligation, le devoir de l'État. Oh, maintenant, une fois cela passé, je crois que dans l'ensemble, à mon avis, à mon humble avis, le Sénégal devrait s'enorgueillir de ce que la candidature de Macky Sall soit soumise aux Nations Unies. Et puis en Guinée, les autorités rassurent sur l'état de santé de Mamadi Doumbia, absent du pays depuis plusieurs semaines. Des rumeurs le donnent malade. Et bien, ces rumeurs le donnant malade circulent sur les réseaux sociaux. Selon le Premier ministre Amadou Riba, le président de la Guinée se porte bien. Le chef de l'État guinéen, visiblement fatigué, selon ses conseillers, est donc à l'étranger pour récupérer et devrait être de retour en Guinée d'ici une semaine, selon la primature. Merci, Mohamed Ali Mouba. RFM Sport. Le journal des sports, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymania. On commence avec le basketball. Le sélectionneur des Lions du Sénégal appelle 20 joueurs pour la préparation du tournoi de qualification à la Coupe du Monde. Une première publication de Chersar qui a fait appel à 20 joueuses pour venir donc préparer la participation du Sénégal à ce tournoi de qualification. Une liste qui a été dévoilée ce matin. Mor Bassignan, qui l'a lu, scruté, analyse un peu l'idée et la projection de nouvel renfort du banc de l'équipe nationale du Sénégal. C'est une liste qui s'inscrit dans la continuité, dans la mesure où sur les 12 qui étaient déjà à l'Afrobasket, on retrouve 9 joueuses. Il manque Biguessar, Ciara et Madjigen Sen. Donc on vous dit que c'est de la continuité dans le travail, mais aussi on retrouve l'ossature de l'équipe nationale. Même les joueuses
qui n'étaient pas à l'Afrobasket. On a vu qu'il y a Aminata Tal qui était parmi les invités, Sokhna Bintulo qui a fait pratiquement toute la préparation, autant si bien que pour l'Afrobasket que pour les préqualifications en août 2024. Il y a aussi Aminata Ndong qui était là. Ndoumbe a été longtemps présélectionné. Donc la seule nouveauté, à mon avis, c'est Mam Fall, qui n'était pas là, qui jouait en Égypte, mais qui est en train de faire une très bonne saison avec l'AS Ville de Dakar. Donc je me dis que c'est un groupe, à mon avis, homogène, un groupe qui permettra au coach de dégager le meilleur 12 pour aller défendre les couleurs du Sénégal. Je pense que c'est bien d'ouvrir la tanière aux plus jeunes joueuses et aujourd'hui de permettre à cette équipe du Sénégal de se régénérer pour les échéances futures. Bien sûr, Malal, il s'agit de 20 joueuses et non de 20 joueurs. Pas d'ambiguïté, on parle des Lions. Autre Coupe du Monde, celle de football 2026, l'ANPS dévoile son plan de couverture. L'Association nationale de la presse sportive a fait face à la presse ce matin pour dévoiler les grands axes de son plan de couverture afin de coordonner le déplacement des journalistes aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Abdoulaye Thiam, qui est le président de l'Association nationale de la presse sportive, également président de l'AIPS, que nous écoutons au micro de Sodé Thiam. La Coupe du Monde, elle est un peu différente de la CAN. Ce n'est pas seulement en termes de représentation, mais c'est plutôt pour les accréditations. Les accréditations de la Coupe du Monde, ce ne sont pas les journalistes qui vont aller directement sur les plateformes de la FIFA pour pouvoir s'accréditer, mais c'est plutôt la FIFA qui détermine des quotas sur les 211 associations qui la composent. Cette année-ci encore, la FIFA a accordé au Sénégal, à la presse sportive sénégalaise, 35 accréditations pour la presse écrite, 10 accréditations pour les photographes, ce qui fait un total de 45 codes. Nous travaillons en parfaite intelligence avec la Fédération sénégalaise de football. Nous essayons de gérer aussi les autres non ayant droit. Ce sont les gens qui sont dans l'audiovisuel. Mais il peut aussi y avoir quelqu'un qui est freelance, qui ne travaille pour aucun organe de presse. Il y a aussi les créateurs de contenu. Donc nous avons établi des critères. Il faut qu'au préalable, quand même, que le journaliste dispose de ce qu'on appelle un compte FIFA Hub. La deuxième chose, il faut que le patron de l'organe de presse écrive à l'ANPS une lettre en bonne et due forme qu'il va prendre en charge le journaliste du début jusqu'à la fin. Le troisième critère, il faut aussi déposer une caution d'1 500 000 en termes d'hébergement et en termes de restauration pour la couverture. Le montant total, 5 600 000. Pour finir, Suleiman, on parle de Nicolas Jackson qui occupe les devants des tabloïds anglais. Donc le joueur est annoncé de retour à Chelsea. Il avait été prêté par le même club de Londres à l'équipe du Bayern de Munich après la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des Nations, où il a été donc un acteur déterminant de la victoire du Sénégal. Les dirigeants du club anglais veulent le faire revenir donc pour alimenter la ligne d'attaque. En attendant, on va démarrer la 29e journée, toujours en Angleterre. Aujourd'hui, à 19h30, Bournemouth joue contre l'équipe de Brentford. Et plus tard dans la soirée, vers 20h15, l'équipe de Wolverhampton joue contre l'équipe de Liverpool. Suleiman. Merci, Malal Junior Diagne. On retrouve Mohamed Ali Mouba pour la revue de presse de ce mardi 3 mars. Bonjour. Macky Sall officiellement dans la course à la succession d'Antonio Guterres à la tête de l'ONU. Le quotidien note que Macky enjambe l'obstacle de Dakar. L'AS informe que c'est le Burundi qui présente Macky Sall. Selon l'info, la candidature du président Sall est portée par l'Afrique et la conséquence, le Sénégal reste sous pression. Macky Sall se passe du Sénégal. Le quotidien note que le Sénégal est largué dans cette affaire. Dans le journal Vox Populi, le tir de barrage de Boubacar Seye de l'ONG Horizon Sans Frontières. Selon lui, cette candidature soulève des sérieuses inquiétudes sur le respect des valeurs fondamentales de l'ONU. La position officielle du Sénégal toujours attendue. En tous les cas, Macky Sall est dans les starting blocks, constate le journal Les Échos, entre soutien panafricain et mondial et opposition interne. Les femmes du FDR expriment un soutien sans réserve. Bougar Youf lui applaudit et salue le leadership du président burundais. Force et faiblesse d'une candidature, Direct News note que le principal atout de l'ancien président repose sur une stature internationale patiemment
forgé sur le terrain des crises et du développement. C'est sous sa houlette que le continent a mené et remporté la bataille historique pour obtenir un siège permanent au G20, prouvant sa capacité à réformer la gouvernance mondiale. Partenaire respecté aussi de la France, de l'Occident, et jus d'une écoute tout aussi attentive de la Chine et de la Russie, mais des écueils aussi sur le chemin, l'obstacle d'ordre géopolitique avec la fameuse règle non écrite de la rotation. Après l'Union européenne, l'Asie, l'Amérique latine revendique légalement son tour pour diriger l'organisation, l'Afrique ayant déjà occupé le poste avec Boutros Ghali et Kofi Annan. L'étape la plus cruciale, la plus incertaine restera d'éviter le veto redouté de l'un des 5 membres permanents, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine ou encore la Russie. À cela s'ajoute la fragilité interne, le silence assourdissant du président Diomaye Faye, dont le silence résonne comme un des aveux implicites. Le président Diomaye Faye et le PASTEF, les signes de rupture annoncés. Le journal de Témoins parle ce matin de rupture brutale qui s'annonce. Les fameux Dougou du palais sont passés par là. Le journal Source note que Diomaye carbure à fond pour prendre ses distances. Il convoque le 7 mars prochain ses membres de Diomaye président pour la validation des textes fondateurs. Sonko et PASTEF se lamentent. Diomaye Faye déroule notre tribune. Il s'accroche à Mimi Touré. Y aura-t-il donc un représentant de PASTEF à cette assemblée générale, s'interroge la publication. Une assemblée générale décisive sur la route des locales. Selon Point Actu, Diomaye Faye et Mimi Touré passent à l'offensive. Aux yeux de Walf Quotidien, Diomaye court 2 lièvres à la fois. À la une du journal Les Échos, la convocation de la mairesse de Ndiaganiao tenue en scène devant le pôle judiciaire financier. Les femmes de la paire crient à l'acharnement politique. Néné Fatoumata Tall dit que c'est une énième attaque contre la paire. La guerre Iran-États-Unis-Israël, Walfadri s'interroge ce matin. Quel impact est possible sur l'économie sénégalaise? Sud Quotidien informe que le danger est là. En tout cas, l'économie mondiale pourrait prendre un coup car le détroit d'Hermouz est un point de bascule de l'économie mondiale. Sud constate un monde fracturé face à l'escalade. La fermeture du détroit d'Ormuz va aboutir certainement à une contraction de l'offre de produits pétroliers. Le Sénégal, en tant que nouveau producteur de pétrole, pourrait être moyennement impacté sur le plan budgétaire. La souveraineté énergétique, le journal Le Quotidien note que les désengagements de Cosmos Yakar Teranga est une opportunité. C'est un boulevard pour la souveraineté énergétique. Déjà, un accord de principe pour l'approvisionnement en gaz domestique du marché local. Bonne nuit à tous. C'est la fin de cette édition à 12h32. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogoudjen à la rédaction en chef, chef d'édition Mamas Toukan, à la mise en onde Abdoulaye Diop.